Bonjour mes chers élèves, je vous invite à suivre avec moi dans cette vidéo une petite introduction à l'art contemporain et précisément l'art abstrait. Alors, l'art abstrait comme première partie, puisqu'en plus qu'un mouvement, l'art abstrait est une tangente de l'art contemporain au XXe siècle, qui s'est répandu surtout en peinture et en sculpture, bien sûr. Par définition, l'art abstrait est celui qui ne contient pas d'iconographie, rappelant la réalité. Qu'est-ce que l'art abstrait? Alors, que jusqu'au début du XXe siècle, dans l'histoire de l'art visuel, on a cherché à répliquer le plus exactement possible la réalité. Les peintres abstraits refusent radicalement de participer plus longtemps à ce processus de mimésie. La composition de leurs tableaux, autant les lignes que les formes et les couleurs, est très étudié, mais il n'a besoin de conter une histoire, de raconter une histoire, ni besoin de représenter une scène du monde réel, tout comme les romantiques allemands en avaient l'ambition en littérature quelques décennies plus tôt. Les peintres abstraits ont l'ambition que leur œuvre se tienne d'elle-même, qu'elle n'ait besoin de rien d'autre que de son esthétique pure pour être appréciée. Alors, ce mouvement de l'art abstrait naît d'un besoin créer un nouveau type d'art. L'art abstrait est un langage visuel de formes, de couleurs et de lignes, créant une composition qui peut exister totalement indépendamment des références visuelles classiques. Alors, l'art occidental a été, depuis la Renaissance jusqu'au milieu du XIXe siècle, sous-tendu par la logique de la perspective, est une tentative de reproduire l'illusion de la réalité visible. Les arts d'autres cultures que l'Europe sont devenus accessibles et ont montré d'autres façons de décrire l'expérience visuelle de l'artiste. Alors, à la fin du XIXe siècle, de nombreux artistes ont ressenti le besoin de créer un nouveau type d'art qui engloberait les changements fondamentaux intervenus sur ou dans la technologie, la science et la philosophie, bien sûr. Alors, les sources à partir desquelles les artistes individuels tirent leurs arguments théoriques sont diverses et reflètent les préoccupations sociales et intellectuelles dans tous les domaines de la culture occidentale à cette époque. L'art abstrait et l'art non figuratif sont des termes vaguement apparents, ils sont semblables, mais peut-être pas de sens identique. L'abstraction indique un écart par rapport à la réalité dans la représentation de l'imagerie dans l'art. Ce départ de représentation exacte ne peut être que faible, ou il peut être partiel, ou il peut être total. Même l'art qui vise la vraisemblance au plus haut degré peut être considéré comme abstrait, du moins aux théories, puisque la représentation parfaite est susceptible d'être extrêmement difficile à atteindre. Alors là, une œuvre qui prend des libertés en modifiant, par exemple, la couleur et la forme, peut être dite partiellement abstraite. L'abstraction totale ne porte plus aucune trace d'une référence à quoi que ce soit reconnaissable. Dans l'abstraction géométrique, par exemple,
et il est peu probable de trouver des références à des entités naturalistes. L'art figuratif et l'abstraction totale sont presque incompatibles, mais la figuration et la représentation artistique contiennent souvent une abstraction partielle. Alors l'abstraction partielle, parlons de cette dernière. Parmi de très nombreux mouvements artistiques, une qui incarne l'abstraction partielle serait le fauvisme, par exemple. Alors le fauvisme, par exemple, dont la couleur est manifestement et délibérément modifiée vis-à-vis de la réalité, et le cubisme qui modifie de façon flagrante les formes des entités réelles représentées. L'indépendance artistique pour les artistes a avancé au cours du XIXe siècle. Le patronage de l'Église a diminué aussi et les mécénats privés et publics sont devenus un moyen de subsistance pour les artistes. Alors l'impact du post-impressionnisme. Le post-impressionnisme tel qu'il est pratiqué par Paul Gauguin ou Georges Seurat, Vincent van Gogh et Paul Cézanne a eu un impact énorme sur l'art du XXe siècle. Il a conduit à l'avènement de l'abstraction du XXe siècle. Les œuvres de peintres tels que Van Gogh, Cézanne, Gauguin aussi, Seurat étaient essentielles pour le développement de l'art moderne et de l'art contemporain. Alors, l'expression du fauvisme. Au début du XXe siècle, Henri Matisse et plusieurs autres jeunes artistes, y compris les précurseurs, les précubistes Georges Braque, André Derain, Raoul Dufy et Maurice de Vlaminck, ont révolutionné le monde de l'art à Paris avec des peintures que les critiques ont appelées le fauvisme. Avec son utilisation expressive de la couleur et son libre et fantaisiste dessin, Henri Matisse est très proche de l'abstraction pure dans La Fenêtre française à Collioure en 1914, Vue de Notre-Dame en 1914 aussi, et Le Rideau jaune à partir de 1915. La langue première de la couleur, telle que développée par les fauves, est directement influencée par un autre pionnier de l'abstraction qui est Vassili Kandinsky. Alors, la peinture abstraite. En Russie, Vassili Kandinsky peint en forme indescriptible et en couleur éthérée ce qui se veut l'impression qu'il ressent à la vue des jupes d'une femme. C'est le début de la peinture abstraite. Alors, la naissance de la peinture abstraite. Au début du XXe siècle, tous les éléments sont en place pour que naisse la peinture abstraite. Les impressionnistes, les cubistes et les futuristes délaissent le réalisme pictural pour laisser plus de place dans leur œuvre à l'atmosphère et à la couleur et à la perspective, à la décomposition du mouvement respectivement. Le contexte social en Europe est également propre à la naissance d'une nouvelle vague artistique. Le XXe siècle voit grandir l'influence de la publicité qui révolutionne l'esthétique. Alors le réalisme et couleurs sobres sont abandonnés au profit de formes et de teintes qui accrochent l'œil au premier abord. Alors l'influence de Vassili Kandinsky, la naissance de la peinture abstraite, est la plupart du temps attribuée à Vassili Kandinsky, qui est né en 1866 et mort en 1944. Artiste peintre, graveur et théoricien russe, en 1910, il peint une aquarelle où se superposent des volutes de couleurs inspirées des motifs de la robe d'une femme. À Moscou, la tendance est immédiatement
récupéré par de jeunes artistes, dont Lanov et Malevich. Le génie de Kandinsky a également des répercussions en Allemagne, particulièrement à Munich, où le peintre réside sporadiquement à partir de 1896. Alors là, autre peintre percusseur de l'art abstrait, en France, sensiblement en même temps que Kandinsky, Francis Picabia, né en 1879 et mort en 1953, artiste multidisciplinaire, connu pour son appartenance au mouvement Dada et surréaliste, peint Caoutchouc, cette œuvre qui mêle forme et couleur sans signification, lance l'art abstrait en France. Et c'est là la naissance de l'art abstrait en France, bien sûr. Parmi les premiers à se prêter au jeu à Paris, on compte les artistes Kupka et Robert Delaunay. Ailleurs dans le monde, le peintre néerlandais Piet Mondrian, qui est né en 1872 et mort en 1944, et le peintre italien Gino Severini, né en 1883 et mort en 1966, ont également participé à la fondation de la peinture abstraite. Alors là, les trois axes de création. Pour parvenir à cet éloignement total du monde concret, les artistes abstraits suivent trois grands axes de création, ce qu'on va voir maintenant. Alors le premier, dont Mondrian est pionnier, consiste en l'épuration de la réalité, de la nature. Ainsi, l'artiste utilise des éléments du monde qui l'entourent, mais il les dénature, il les déforme jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire le lien entre l'œuvre et la réalité. Alors cette relation entre l'œuvre et la réalité, on commence à la perdre avec ce Piet Mondrian. Le second axe que préconisait Kandinsky cette fois est celui qui donnera lieu à l'expressionnisme abstrait et l'abstraction lyrique. Il s'agit de laisser libre cours à ses émotions sur le canevas, parfois à l'aide de musique. Alors, le dernier axe s'inspire du cubisme. Certains artistes, dont Picabia et Delaunay, Malevich aussi, et Mondrian aussi, encore une fois, partent de formes géométriques pour créer leur peinture, donnant naissance à certains mouvements dont le constructivisme qui se veulent plus près de la logique absolue et même un peu thématique. Alors, popularité de l'art abstrait. Alors, l'art abstrait, énorme part bien sûr de l'art contemporain, a étendu ses tendances partout sur Terre, s'infiltrant dans beaucoup des mouvements de l'art contemporain au XXe siècle et aussi au XXIe siècle. Paul Klee, qui est né en 1879 et mort en 1940, peintre allemand associé au surréalisme, à l'expressionnisme et à l'école du Bauhaus, est l'un des artistes les plus connus ayant participé au développement de l'art abstrait. D'autres artistes de renom dans l'œuvre se rapprochent de l'art abstrait: Juan Miró, Francis Picabia, Jackson Pollock, aussi Jean-Paul Riopel, Marc Rothko et Nicolas de Stel. Alors, l'abstrait au-delà de la peinture. L'art abstrait a débuté par la peinture, mais ne s'est pas limité à ce domaine artistique. On en retrouve des traces dans le design, l'école Bauhaus par exemple, et on va voir une leçon totalement là où je vais bien préciser et bien décortiquer cette notion du Bauhaus. On va la revoir, Inch'Allah, dans une autre capsule. Alors, dans la musique aussi, le futurisme italien, dans la sculpture, le constructivisme et même dans l'architecture, bien qu'au départ, Kandinsky ne désirait que trouver une alternative au réalisme,
pour exprimer ses émotions dans ses toiles. L'abstrait est encore aujourd'hui une tendance majeure de l'art contemporain. Alors, avant de vous laisser, je vous propose de voir cette vidéo, et juste à la fin de la vidéo, j'aimerais bien que de revoir et revoir cette vidéo et bien l'analyser en attendant de vous préparer, de vous lancer une autre vidéo, Inch'Allah. Merci de votre attention, chers élèves, et à la prochaine vidéo. Je n'ai pas ressenti pour Kandinsky le même intérêt que pour Malevich ou Mondrian. J'ai même souvent douté de sa sincérité, et ce ne sont pas ses élucubrations théoriques sur la peinture qui ont pu me rassurer. Pourtant, si l'on en croit la légende, c'est bien lui l'inventeur de l'art abstrait, à moins que ce ne soit sa logeuse. Je rentrais chez moi au crépuscule, écrivit Kandinsky, lorsque j'aperçus au mur un tableau d'une extraordinaire beauté, brillant d'une lumière intérieure, où je ne voyais que forme et couleur, et dont la teneur me restait incompréhensible. C'était un tableau de moi qui avait été accroché à l'envers. Si vous voulez entrer dans la légende, écrivez-la vous-même, c'est plus sûr. Le lendemain, poursuit Kandinsky, je tentais de retrouver l'émotion de la veille, mais n'y parvins qu'à moitié. Je sus ainsi que les objets nuisaient à ma peinture. Kandinsky produit alors la fameuse aquarelle abstraite que certains experts le soupçonnent toujours d'avoir antidatée pour s'assurer la paternité de l'art abstrait. L'enfance russe résonne très fort chez Kandinsky, en particulier dans les tableaux postérieurs à son séjour à Vologda. Émerveillé par la beauté de cette province, par ses habitants, par la richesse de leurs costumes, Vassili Kandinsky rêva toute sa vie d'une peinture originelle, envoûtante et chatoyante, conforme au choc ressenti en visitant une isba à Vologda, avec ses meubles et objets recouverts d'ornements primitifs, aux couleurs bariolées. Entouré de tous côtés par la peinture, écrivit-il plus tard, ce fut comme si j'étais entré en elle. Il y eut aussi pour Kandinsky la découverte de Rembrandt au musée de l'Ermitage, puis celle encore plus déterminante de Monet. Car c'est devant une meule de foin du chef de file des impressionnistes que Kandinsky décida de se consacrer à la peinture. Il importe de savoir que le peintre était profondément mystique, pratiquant les rites orthodoxes et transportant ses icônes partout avec lui, et qu'il était attiré par les sciences occultes, ce qui a forcément influencé sa symbolique des couleurs. C'était également un passionné de recherche, expérimentant sans cesse de nouveaux procédés ou matériaux, préparant lui-même ses couleurs et ses fonds avec du plâtre, de la caséine, du kaolin ou encore des coquilles d'œufs broyées. Ces travaux de cette époque peuvent être grossièrement divisés en 4 groupes: les bois gravés, les tempéras ou dessins colorés, les études à l'huile et les tableaux proprement dits. Une certaine forme de romantisme y est prédominante, avec ces personnages en costume folklorique se promenant dans des forêts de bouleaux, ces clairs de lune, ces ciels striés de nuages sombres où volent de noirs corbeaux. Où qu'il se trouve, Kandinsky brosse à l'huile les paysages environnants, à la spatule, étalant sa touche à pleine patte, mais c'est dans les scènes russes imaginaires que l'on sent le mieux vibrer sa peinture, un peu comme si elle était une mosaïque de pierres précieuses brillant de 1000 feux. Mais le plus beau, c'est que la plupart de ces scènes, fortement inspirées des contes et légendes du folklore slave, ont été composées près de Paris. On y devine la lancinante nostalgie du pays natal, si forte qu'elle aurait pu être fatale. Ma prédilection pour le cachet, le mystérieux, écrivit Kandinsky, me sauva de l'influence fâcheuse de l'art populaire. Ayant déménagé à Munich, c'est par hasard que le peintre trouva un appartement proche de celui de Paul Klee, ce qui favorisa grandement leur amitié. Klee l'aida à se convaincre d'abandonner le travail sur le motif et de ne plus faire appel qu'à son imagination ou à sa mémoire. Pourtant, selon ses dires,
C'est bien parce qu'il était sorti dans la nature muni de sa boîte de couleurs pour y réaliser une étude que, rentrant chez lui au crépuscule, Vassili Kandinsky aperçut sur le mur un tableau de sa main accroché à l'envers et qu'il inventa l'art abstrait, qu'il ne cessa plus jamais de se poser cette question fondamentale: qu'est-ce qui doit remplacer l'objet?